toutes et à tous, bienvenue pour ce 41e épisode de la 6e saison de Cold Facts. Le dernier de la saison régulière, on boucle la boucle avant de s'envoler pour Prague et le championnat du monde. Pour ce dernier épisode, on revient rapidement sur la finalissima et sur le titre des Zurich Lions. Après, bilan de la saison par club, rapide, les tops et les flops. Et puis, on termine par notre All-Star Team suisse et notre All-Star Team des étrangers de National League. Salut Greg. Salut Jean-Fred, tout va bien? Disons que c'est la fin de saison, c'est toujours un petit peu plus compliqué niveau santé. Je me souviens quand on était rentré de Copenhague, t'étais à plat. Alors les batteries sont pas à plat, on espère qu'elles vont remonter un petit peu justement pour être prêt pour Prague. Ouais, t'as fait 2 semaines ma vie, c'est difficile. Hein. Il n'y a pas que ta vie, il y a aussi la mienne, donc ça double un peu le truc. Non, je rigole bien sûr. Et toi, ça va? Pleine forme. 2 jours de congé, j'ai l'impression que je suis requinqué. Donc on est de retour pour faire un peu le bilan de cette fin de saison, mais on va pas oublier justement la fin de saison du Lausanne HC, le dernier match mardi soir. On va pas épiloguer là-dessus. Je pense que personne n'a envie d'entendre ça du côté lausannois. Les autres qui viennent faire le HC Schadenfreude, on va pas non plus trop en faire. Lausanne s'est fait un peu rouler dessus, on peut le dire comme ça. Dernier match, Zurich a joué comme Zurich devait jouer, à savoir très solide, intensif, physique. Et Lausanne avait, je me demande, j'ai toujours pas répondu à cette question et je pense qu'on ne saura jamais, mais est-ce que juste Lausanne avait plus de batterie, plus d'énergie, plus rien? Est-ce qu'ils avaient tout donné et puis Zurich en avait encore un petit peu sous la pédale? Zurich, on rappelle, avait joué que 8 matchs pour se qualifier pour la finale. 8 matchs, c'est quasiment ce qu'il a fallu à Lausanne pour passer son quart de finale. Ça allait en 7, mais bon, à un match près. Du coup, ils ont joué 4 matchs de plus durant les quarts et les demi. Avec une fin de saison où Lausanne a dû un peu plus cravacher que Zurich, là où Zurich a pu un peu plus se ménager. Bah, au bout du compte, quand tu dois peut-être livrer un gros dernier match à l'extérieur, ça devient un peu compliqué. Il a manqué un petit quelque chose. Et je pense que Lausanne, bien sûr, des regrets, il y en a plein, mais pas sur ce match de mardi en fait. Si Lausanne doit avoir des regrets, c'est plutôt dans cette série. C'est le match 5 à Zurich où ils n'ont pas été capables de faire le break alors qu'ils avaient tout pour bien faire. Mais le match 7, il n'y a aucun regret. La meilleure équipe de cette saison a gagné. Et je ne sais pas quoi dire d'autre. Bah, tu disais le match 5, où j'aurais plutôt dit match 1 et 3, où je sentais qu'il y avait un petit quelque chose de possible. Et puis après, de se dire, oui, mais si tu vas en voler une à Zurich assez tôt, est-ce que ça se serait déroulé de la même manière? C'est toujours difficile de réécrire l'histoire. Ce qui est sûr, en tout cas, du côté lausannois, c'est qu'ils ont vécu 3 matchs très intenses devant leur public. Ils ont reconquis une bonne partie de leur public. C'est quand même assez impressionnant de se dire que la patinoire est pleine alors qu'il n'y a personne sur la glace. Pour voir simplement les gens qu'ils ont recalé à peu près de ce qu'on entendait. Il y avait 1000 personnes parce que les forces de l'ordre disaient « Ah non, pour des questions de sécurité, vous ne pouvez pas venir ». Donc les gens se sont disséminés un petit peu ailleurs. Ça, je trouve que c'est finalement là où Lausanne a gagné quelque chose. Après, il faudra voir pour la saison prochaine s'il y aura le même contre-coup que le HC Bienne, à savoir que Genève, dans une moindre mesure. Oui, mais Genève avait gagné. Bienne, je le prends à dessein parce que Bienne avait perdu, avait la Champions League. Et puis finalement, tout d'un coup, a réussi à se qualifier pour les playoffs un peu à la DER et finalement n'a pas totalement raté sa saison. Mais ça va demander beaucoup d'investissement aussi, à savoir, ou alors tu laisses tomber, ou c'est toujours la même chose, cette Champions League, les matchs en août, tout d'un coup tu en gagnes 2-3, finalement tu es assez rapidement qualifié, puis après c'est des matchs aller-retour, au mois d'octobre, novembre, tu te dis... Oh, les gars, c'est des compétiteurs quand même au bout d'un moment. Et c'est ça. Donc, les mêmes questions se posent à ce niveau-là pour Fribourg, qui en plus aura la Champions, mais la Spengler. Je me demande comment ça va aller, mais Lausanne aura peut-être ce contre-coup de se dire... Soit on se dit, ah ouais, on va aller gagner. On se rappelle Zurich, quand ils se sont éliminés par Zug, en 2022, on se dit, ouh, la revanche des Zurichois. Et puis l'année d'après,
ça n'a pas passé. Il a fallu attendre l'année suivante avec un nouvel entraîneur pour que finalement ça se passe. Donc je ferai pas la comparaison avec Bienne par contre dans les dynamiques. Je pense que Bienne, et on l'a vu avec tous les contrats expirants, Bienne est tombé à plat juste après cette finale parce que justement il y avait ce sentiment de fin de cycle qu'on pourrait aussi avoir si Fribourg était allé en finale. T'as aussi peut-être ce sentiment de fin de cycle et de reconstruction qui doit arriver. Je pense que Lausanne est une équipe qui est plutôt en début de cycle, donc je ferai pas cette comparaison avec Bienne et je m'attends pas à voir un Lausanne HC suivre la même trajectoire que le HC Bienne. En tout cas d'un point de vue dynamique, ça veut pas dire que les résultats seront au rendez-vous. On sait que c'est quand tu commences ta préparation du coup fin mai, parce que là ils vont quand même avoir un petit peu de congé les types. Ouais. Les autres ils sont tous en prépa. Avant le match à Lausanne on a croisé Nathan Voardou avec qui on a discuté un quart d'heure et il disait mais moi ça fait déjà plusieurs semaines que je suis sur la glace, enfin je suis en salle de force et qu'on est en train de se préparer et c'est assez rigolo de voir que eux ils sont encore dans la finale. Et en un sens, j'ai l'impression que cette préparation en Suisse, elle dure des plombes et des plombes. Donc, tu peux avoir un moyen en étant smart dans ta planification. Et je crois qu'au niveau de l'aspect physique, avec tout leur coaching staff, c'est très malin comment c'est géré là-bas. Donc, je ne m'inquiète pas trop à ce niveau-là. Mais oui, il faudra quand même digérer ce contre-coup. Il faudra espérer que tout s'aligne bien d'ici le début de la saison prochaine. Il y aura des renforts, il y aura des départs, il y aura des mouvements dans le contingent. On en parlera en temps voulu. Mais toujours est-il qu'il faut... Oui, l'avenir va falloir confirmer. Ça va être un défi pour le Lausanne HC. Mais en même temps, arrêtons-nous sur cette belle saison qu'ils ont vécue. Et comme tu dis, il y a eu la reconquête du public qui a été plus rapide que ce qu'on pouvait peut-être l'imaginer dans un premier temps. En même temps, quand ton équipe va en finale, c'est plus facile de reconquérir un public, on est bien d'accord, mais il y a eu un tout. J'ai l'impression qu'il y a eu d'un côté, les efforts ont été faits de la part du club pour se montrer à nouveau proche de ces gens, de son public, et pas que de ses loges VIP, ce qui était le cas par le passé, on va pas se mentir. Là non, le supporter a été remis au centre. Inclure les playoffs, par exemple, hein, dans l'abonnement. Par exemple, sur le moment, nous, on n'en a pas fait grand cas parce qu'on était là, allez déjà en playoffs, les gars, avant de les inclure dans l'abonnement. Mais ils sont allés en playoffs, c'était inclus. Ça leur a du coup coûté un saladier, je pense, cette histoire. Vu que si les playoffs n'étaient pas inclus, t'imagines la facture à la fin, tu perds en match 7 en finale. Et en plus, 3 jours après, tu reçois la facture. Coucou, les playoffs, vous avez perdu en finale. Là, t'as encore un peu la gueule de bois. Ouais, ça t'a coûté tant. Je pense que les fans du LHC sont très contents qu'il n'y ait plus cette histoire de facture qui arrive juste après les playoffs où tu dis « Oh non, pas un match 6 à la maison. Non, on veut pas. » Mais c'est vrai que par rapport à Zurich, là, ce public viewing où tu devais payer 5 francs au cinéma, je crois, quand c'était les matchs à domicile, et à la Vaudoise, c'était ouvert, alors qu'à Zurich, il fallait payer entre 15 et 20 francs. Ça... À la nuance près que ça a été un peu le bordel dans le match numéro 7 et il y a des gens qui m'ont écrit sur Twitter justement à ce propos en me disant finalement une prélocation ça aurait peut-être pas été trop parce que il y a des chiers de gens qui sont repartis dont des enfants pleuraient parce qu'ils étaient tristes de pas pouvoir rentrer dans la patinoire. Il y a 9600 places, l'offre et la demande. Au bout d'un moment je comprends cette frustration, mais peut-être une petite préloc ça aurait pas été con, même gratos mais d'avoir peut-être de mettre un système en place, mais en même temps, je parlais avec des gens au club la veille, mais on ne sait pas combien de personnes on doit attendre. Est-ce qu'il y aura 3000, 5000, 6000 On n'en sait rien. Et donc c'est difficile, ils ont aussi été un petit peu victimes de leur succès, mais ça doit pas porter ombrage au travail qui a été fait, et comme tu dis, à cette proximité qui est souhaitée. On connaît aussi des gens qui, tout d'un coup, à 18h, se disent « Oh, tiens, on va peut-être aller à la patinoire pour aller voir ». Et cela, c'est presque une sorte de quart d'heure vaudois pour cet événement-là, de se dire 2 heures avant, ou bien il est 19h50, on est dans le quartier, pourquoi pas aller regarder là-bas? Puis t'es là, non. Ma foi, il faut aussi, t'as le droit de prévoir un tout petit peu, quoi. Ouais, absolument. Mais en tout cas, c'était chouette à voir tout cet engouement autour du club. Et puis, il y a tout pour bien faire. Mais ça, je l'ai écrit dans mon commentaire au lendemain du match. J'ai l'impression que depuis que on fait ce métier, mais je pense même, comme disait un ancien collègue désormais à la retraite, l'histoire n'a pas commencé avec toi, mon gars. J'ai l'impression que... C'est très bien d'ailleurs, ça permet quand même de dégonfler une éventuelle grosse tête, je trouve bien. Mais oui, il y a tout pour bien faire à Lausanne. Oui, il y a un public qui est prêt à s'enflammer à
tout moment. Et là, ils leur ont donné une vraie raison de s'enflammer. Et je pense que maintenant, il y a une vraie dynamique qui a été lancée, pas seulement sur la glace, mais en coulisses. Ils vont pouvoir lancer une campagne d'abonnement qui risque d'être assez bonne, j'imagine, parce qu'il y a pas mal de déçus durant ces playoffs qui vont se dire plus jamais, maintenant je veux plus faire la queue, je veux plus aller sur internet paniquer pour avoir des billets, moi je veux ma place. Donc, et le jeu était intéressant aussi, excuse-moi de te couper. Non, je dis à eux de capitaliser sur cette bonne vibe, et je suis sûr qu'ils ont tout en place pour pouvoir le faire. Ouais, je voulais dire, le jeu était assez attrayant, ce qui aussi te permet de te dire que le match du mois de septembre, octobre, novembre, contre des adversaires des fois peut-être moins prestigieux que Zurich en finale du championnat, ou même Fribourg, la demi-finale, où il y avait vraiment quelque chose de fort, parce qu'il y avait l'enjeu, et le jeu était assez intéressant. Le jeu proposé par Lausanne durant la saison régulière fait que tu passais quand même, je pense, un bon moment en allant à la patinoire. Clairement, le Lausanne HC gagnait ses matchs. En plus, c'était la meilleure équipe à domicile sur la saison régulière. Donc, en plus, tu rentres à la maison souvent assez content parce que ton équipe a gagné. Mais au-delà de ça, même les sortes de défaites, tu rentres pas à te dire on s'est embêté toute la soirée, où c'était frustrant. Ça, les années précédentes, il y avait des fois un peu ça. Ça pouvait arriver. Donc, tout s'est bien passé dans la saison de Lausanne HC, sauf ce dernier match. Mais globalement, chapeau à cette organisation. Je trouve qu'il a vraiment bien bossé pendant toute la saison. On a décidé de continuer avec une sorte de bilan, ce qui fait que on espère aussi que les gens qui écoutent des fois la partie de leur club seront au rendez-vous en disant « Ah tiens, enfin, ils nous font un petit bilan du club ». C'est clair que pour certains, il faut se creuser les méninges, parce que la saison s'est terminée il y a déjà un bout. Et comme on regarde toujours les dernières choses, tu le disais avant, on était un peu, en vision tunnel sur la finale. Alors il faut se remémorer ce qui s'est passé pour certains clubs. On va commencer notre top et flop dans l'ordre finalement du classement. On va commencer par Lausanne. Pas du classement du coup, parce que oui, exactement. Mais de la saison en fait. Du plus frais au moins frais. Au moins faisandé. Voilà, exactement. Lausanne. On commence par le positif, top. Quel est ton top, toi ? Pour moi, c'est Connor Hughes, tout simple. Il était excellent durant les playoffs, il était excellent en saison régulière. Alors certes, il a joué 19 matchs en saison régulière et 18 en playoffs. Il a failli jouer plus de matchs de playoffs que de saison régulière. C'est assez paradoxal. Mais il a 94% d'arrêt en saison régulière, 1,73 buts encaissés par match. C'est excellent. Et en playoff, il n'a pas haussé le niveau dans le sens où ses statistiques sont un tout petit peu moins bonnes. Mais par contre, il a maintenu ce niveau alors que les attentes, la pression autour de lui était largement plus grande. Et il finit avec 93,3% d'arrêt en playoff, 1,91 buts encaissés par match. On regrettera que le dernier but qu'il encaisse, on se dise retoyons entre les pattes. Mais voilà, pour moi, c'est une saison complètement réussie et c'est plus que mon top. Je vois pas qui je pourrais mettre d'autres. Il y en a d'autres qui ont mérité, évidemment. J'ai 3, 4, 5 noms que je pourrais... Mais moi, je vois personne d'autre à mettre ensuite Connor Hughes. Et on va encore le redire, mais Connor Hughes, c'est une super personne et ça fait vraiment plaisir de le voir avoir du succès. Et accessoirement, c'était tellement dur de le voir venir nous parler à l'interview, parce que je l'avais demandé à l'interview, et venir ne pas savoir quoi dire. Lui qui a tout le temps un mot à dire, qui est tout le temps bon à l'analyse, puis là il était juste il était vidé et voilà, mais il est venu très professionnellement, il est venu, et c'est quand même le seul joueur qui te serre à la main à la fin de l'interview, qui fait bonne saison Greg, il me félicite pour ma saison, puis après il part, et moi ça me fait beaucoup rire en fait. Tu vois, merci beaucoup, à toi aussi. Mais voilà, je trouve que c'est une belle personne et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il a du succès. Il y avait eu un joli article, je crois que c'est Nicolas Berger dans la NZZ qui avait fait notamment, il n'y a pas que lui, hein, toi aussi tu as fait des interviews sympas avec Connor, qui racontait qu'il n'avait pas tellement les moyens de se payer une pizza avec ce qu'il gagnait à l'époque au Ticino Rockets. Ouais. Puis qu'il avait un peu parié sur lui-même, et puis que ça avait fini par payer. On rappelle quand même qu'il a un contrat, il a pas signé un contrat de 5 ans à Lausanne. Or, des fois, si tu
tu es sûr de ton coup. Avec certains, on a vu ces contrats longue durée, ça ne nous choque pas, les 7 ans, les 5 ans, les 4 ans même. Il a signé que 2 ans, donc il a encore 1 année de contrat avec Lausanne. On a la conférence de presse de fin de saison de Lausanne, elle aura eu lieu à midi, et cet épisode aura déjà été enregistré, vous l'écouterez à 5 heures. Mais je me demande si je vais poser cette question peut-être à John Foust, on verra si c'est en on ou en off. Savoir quels sont les chantiers aussi pour la saison prochaine. Et Connor Hughes fait partie je pense, de ces chantiers-là, même si avec Kevin Pache, Lausanne a un deuxième gardien qui est en devenir. Mais disons que c'est difficile aussi maintenant de se dire... C'est drôle parce que c'est 2 personnes qui ont encore plusieurs choses à prouver, j'ai l'impression. Même si Connor Hughes est super, même s'il a fait une des playoffs super et 19 matchs de saison régulière très très bons, il y a encore cet inconnu de dire oui, mais sur vraiment la longueur, j'ai l'impression. En carrière, il avait 55 matchs de National League avant cette saison. Et il en a que 19 de plus finalement, pas 37 de plus. Voilà, avec les playoffs, exactement. Il n'avait pas de playoffs avant, je te rassure. Ouais, c'est juste. Moi, j'ai évidemment. Je peux juste terminer. Oui. On le voit à Prague, Connor Hughes, ou pas? Je pense qu'on peut vite en parler là. Difficile, le match, le breakout game contre la Suède de mardi soir, jeudi soir, le fil a été donné à Reto Berra, qui en a pris une aussi un peu au premier poteau, là, le deuxième but. Ouais. Ça m'a fait penser un peu au but de Hughes, pas forcément, mais là aussi où ils sont... Tu te dis, il est évitable, celui-là, Roubec, on a aussi pris, bref... Et Akira Schmidt était dans les gradins, on l'a beaucoup vu, il a fait des selfies avec les gens et tout. Giannoni était sur le banc comme deuxième gardien. Berra Giannoni, bon ok, le duo. Est-ce que tu les as pris pour leur dire, on l'a déjà thématisé, est-ce que tu les as pris pour leur dire non, on les revoit pas? Akira Schmidt est là, moi je pense que c'est difficile. Moi je pense qu'on le voit pas là-bas. Je lui ai pas posé la question. Non. Tu t'imagines à Zurich dire alors semaine prochaine Prague ou bien? Il faut être malin. Mais je pense pas. Je pense qu'il a ces 3 gardiens là. Et de l'année prochaine, par contre, il sera un thème. Mais alors, je peux complètement me tromper et l'accepter si c'est le cas. Ouais, Akira Schmidt, Sandro Schliemann, Connor Hughes, avec un des deux, peut-être entre Berra et Giannoni. Mais difficile parce que Berra, de nouveau, avant sa bévue, il fait un excellent match. Bien donc, il n'y a pas grand-chose à redire. Ton top, je t'ai coupé, pardon. Mon top, ça sera... j'avais pensé à Connor Hughes, évidemment, et comme toi, à plein d'autres. Tu as le droit, on peut en rester là, si c'est... Je voulais juste... Moi, j'ai mis Ward, mais c'est un peu pour saluer l'entraîneur qui a su finalement fédérer. Et en un sens, féliciter Ward, c'est aussi féliciter John Foust, parce que c'est lui qui allait le chercher. Et je me souviens de la conférence de presse fin 2022, quand il nous explique pourquoi il a choisi Ward. Puis on est là, on est encore en train de se dire, il n'y a plus l'autre monsieur qui a fait pas mal de tort au Lausanne Hockey Club. Et attendons de voir. Et Lausanne rate les pré-playoffs à l'époque pour 1 point en se faisant battre contre Zug au dernier match. Mais ils avaient fait un push incroyable. Mais tous les joueurs avec qui on parle, il y avait que des mots élogieux à l'égard de Ward. On a pu le fréquenter un peu plus. Toi, tu l'avais déjà fréquenté, mais ça permettait aussi d'avoir toute une saison en plus pour parler avec lui. Je préfère le terme côtoyer, mais va. Ouais. Et je trouve qu'il est rigolo à l'interview. Des fois, il regarde un peu ses godasses, puis après, il relève la tête et tout. Avec son hoodie, il a fait un boulot. Il fait partie aussi de la chaîne de ce Lausanne Hockey Club qui a fait une bonne saison. Et je me demande ce que ça va être la saison prochaine. Avec lui, quoi. Ouais, je pense que c'est un sans faute de sa part. Je pense qu'on aurait pu mettre lui aussi sans aucun souci. Donc, totalement d'accord. Flop, en présence du fondateur du fans club, Michael Hugli. Je suis désolé, mais je vais mettre Michael Hugli comme flop. Noté. Si même le fondateur du fans club avec la bâche, comme Edith Seller-Beller au bas des pistes, t'as la bâche Michael Hugli. Si même toi, tu le mets, c'est que c'est un beau flop. Hein. Et pourtant, c'est moins flopesque que la saison d'avant. Absolument. Hein. Mais... Malheureusement, quand tu es surnuméraire, la fin pendant les playoffs, je sais plus s'il a joué, il a dû peut-être rentrer 1 ou 2 fois. Ouais, il a joué 6 matchs de playoffs, 0 points, il a joué des bouts de match. Jouer. Ouais, il a joué des bouts de match par-ci, par-là. Et
J'ai mis Ugly, moi j'en ai mis un autre, Vas-y. Pedretti, mais Ouais. j'ai mis les deux. Pedretti, Ugly, j'avais mis. Donc, et là aussi, c'est plutôt de se dire, ça fait 2 ans qu'il est là, puis il y a eu deux entraîneurs différents, et pourtant il a un jeu qui aurait permis de se dire, ah, tiens, peut-être en playoff. Absolument. Voilà. Et non. Alors après, est-ce qu'il était dans la niche de son coach? Est-ce qu'il avait déjà l'esprit ailleurs? On parle de lui à Ajoie pour un retour finalement aux sources. Je sais pas, mais j'aurais pu imaginer plus un Pedretti, le voir en playoff un peu plus souvent qu'un Ugly. Mais là aussi, d'une certaine manière, flop pour moi. Ouais, il se défend totalement. Mais c'est l'un ou l'autre, je suis totalement d'accord avec toi. Après, voilà, le problème de Ugly, c'est qu'il a un contrat jusqu'en 2027. Ouais. Et ça, c'est Et on est qu'en Ça, 2024. un caillou dans la chaussure qui va coûter c'est un lingot dans la chaussure, on va dire. Je te propose qu'on fasse pas de pause et qu'on enchaîne directement avec Fribourg-Gotteron. Oui, Allez, je te laisse commencer. avec le top donc. Oui. Attends, je reprends ma feuille parce que j'ai mis Sorensen. Ouais, je pense que là, on n'a pas trop. On va pas réinventer la roue. Hein. Bon, c'est surtout que c'était pour dire, évidemment, la saison régulière, on essaye de prendre saison régulière et playoff. Oui, contre Lausanne, il n'a pas été dominant dans le sens où c'est pas lui qui est allé chercher des victoires pour pour Fribourg, mais il marque quand même un point par match en playoff. Donc, s'il était allé un peu plus loin, il aurait peut-être fini avec 19 matchs, 19 points. Peut-être dans le camp des perdants, mais c'est quand même difficile de se dire ouais, mais c'est une mauvaise saison, c'est un flop en playoff. Enfin, je crois que les gens étaient assez durs avec lui. En disant, il n'a pas porté l'équipe. Ouais, alors je suis pas sûr que ce soit ça qui ait fait que Fribourg ait perdu contre Lausanne. On parle souvent de secondary scoring et au bout d'un moment, si ton primary est là à plus ou moins son point par match, si personne d'autre prend le relais, au bout d'un moment, il ne peut pas tout faire. Il a 63 matchs, 75 points cette saison, si on compte saison régulière et playoff. C'est extraordinaire. Et c'est le seul non-finaliste qui est dans le top 10 des compteurs des séries. Et tous les autres, c'est des Lausannois et des Zurichois pour des raisons assez évidentes. Hein. Ils ont tous joué plus de matchs. Quoique Zurich, pas tant que ça, quand même, vu que c'est allé en 7. Mais Zurich n'a pas énormément de matchs, mais Lausanne en a un petit peu plus aussi. Mais lui, il finit quand même dans le top 10 des compteurs. Il était flamboyant toute la saison. Oui, je pense qu'en demi-finale contre Lausanne, il était un peu moins bon. Mais tu ne dois pas occulter les 31 buts en saison régulière, les 63 points en 52 matchs de saison régulière. Si Fribourg a fini deuxième, c'est en grande partie grâce à lui. Donc à un moment, il a aussi le droit de se dire, pas de se dire, mais à un moment d'être aussi au bout du fart, quoi. Donc je ne vois pas d'autre top à Fribourg. On pourrait... Le flop à Colfax, c'est la santé de Debetta qui n'arrête pas de tousser. Non, on peut en mettre d'autres, mais pour moi, c'est trop évident. On va pas commencer à vouloir faire les marais. Genre, je trouve que Maro, Doufner, à la relance sur le côté gauche, etc. Donc, du coup, mon top, Marcus Sorensen. Flop. J'ai mis la marque Gotteron. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est facile de mettre des joueurs il y en a quelques-uns qu'on aurait pu mettre. Mais c'était pour un peu englober le fait de, justement, de vouloir faire la Coupe Spengler, de vouloir développer un peu le truc. Je me dis que c'est... Essayons d'abord sur la glace de faire un truc qui va bien déjà, mais c'est aussi une demi-finale, c'est super. C'est pas une saison ratée, mais on avait presque l'impression, en discutant avec les supporters, en voyant que c'était une saison ratée. Or, ça devrait pas l'être. Et les dirigeants qui se disent « Oh non, mais on est là où on veut ». Enfin, la communication, je trouve, à Fribourg était un peu plus... chaotique dans la façon de faire. Donc c'est pour ça que j'ai mis Marc Gotteron de temps en temps sur des plateaux de télévision, des trucs. J'étais pas convaincu. Sur quel aspect Quand on a John Kobe qui dit non mais c'est réussi, puis on va développer ici, on va développer ça. Je me dis déjà, essayer d'aller se concentrer sur le sportif et plus que de vouloir parler... Parce qu'après, évidemment, comme on parle beaucoup des fondus, des guichets fermés, des trucs comme ça, les gens, après, avec cette communication-là, ils se disent on peut engager à tour de bras, on devrait pouvoir faire mieux que ça. Et
je sais pas si on peut faire mieux que au niveau de la communication, et peut-être différemment, avec peut-être les mêmes aspects, avec les mêmes mots, en essayant de développer de la même manière, mais peut-être en expliquant d'une autre façon pour que les gens soient moins peut-être frustrés. C'est ça. Ok, intéressant. Alors moi, j'étais un peu moins... j'étais beaucoup plus terre à glace, on va dire, Sandro Schmidt, que j'attendais faire un pas vers l'avant. Il a fait un pas vers l'arrière. Du coup, pour moi, c'est... Est-ce que le Sandro Schmidt qu'on a vu cette saison, c'est le Sandro Schmidt, est-ce que c'est son plafond? Il a que 23 ans, faut pas oublier. Donc, il a encore une marge de progression sur les 3 prochaines années. 4, 5 encore. Il a eu à pas arrêter de progresser. Mais est-ce que son plafond est vraiment aussi élevé qu'on peut l'avoir imaginé? Nous, et pas que nous, mais globalement, il y avait quand même pas une hype, mais les gens pensaient que Sandro Schmidt, à terme, pouvait peut-être devenir le centre numéro 2 de Fribourg-Gotteron. Là, je pense que cette saison, on en est un peu revenu. Il y a 2 saisons, il avait près de 30 points. Il a régressé les 2 dernières saisons pour finir à 23 points cette saison. Et c'est pas qu'une question de points, c'est aussi une question d'impact. Et je pense que offensivement, il a pas le flair qu'on peut imaginer. Et ça peut aussi venir avec les répétitions, ça peut venir avec les années, il va progresser, j'en suis convaincu à 23 ans, mais cette année, j'ai baissé le plafond de Sandro Schmidt, on va dire, et flop, c'est un peu dur, mais en même temps, si tu réfléchis à la saison, on va pas mettre flop Sørensen parce qu'il a pas battu Gotteron tout seul, enfin, je pense qu'il faut pas être absurde. Globalement, les joueurs ont répondu aux attentes. Encore une fois, en saison régulière. En play-off, ils ont passé un tour contre Lugano dans un match 7. La narration, elle s'inverse totalement parce que la demi-finale est perdue. Oui. Mais jusqu'au bout de rappelons-nous quand même d'une chose, au bout de la demi-finale, et peut-être c'était trop, mais c'était la fête à Fribourg. C'était la fête au village. Enfin, pas un village, mais c'était la fête à Fribourg ce jour-là, et qu'on revient sur la glace, et qu'on fait on se glisse sur les genoux pour Di Domenico devant le public. Il y a même Dubé qui a été applaudi à Fribourg, imagine. Une semaine et demie après, faudrait tout brûler. Et c'est ça qui est un peu difficile, et en même temps, c'est la loi des playoffs, hein, on sait, c'est comme ça. Mais du coup, ça devient difficile de dire flop, on met lui et lui parce qu'ils n'ont pas été bons pendant 3 matchs ou 4 matchs consécutifs contre Lausanne. C'est un petit peu compliqué. Par contre, pour moi, Sandro Schmidt, je pense que sur la globalité de la saison, fait sens. Est-ce que ça fait écho ce que tu disais entre sur la glace et puis la frustration de la défaite? Et ça fait écho à la phrase de Jeff Ward qui nous disait never too low, never too high. Toutes les personnes dans le milieu du hockey disent ça. Hein. Voilà. Exactement. Et oui, mais dans le vestiaire, c'est une chose. En dehors, regarde Lausanne, c'est aussi un entourage qui peut aller très très haut et assez rapidement. L'année passée, qui pouvait aller très très bas rapidement. L'entourage, finalement, c'est pas très important, je trouve. C'est dans le vestiaire ce que lui dit et c'est pas par rapport au public. Donc, ouais. Oui, mais là, tu dis si les gens sont à genoux devant toi. Je suis d'accord, mais... Je sais pas, je pense qu'il y a aussi eu un aspect mais on a enfin passé une série pour la première fois depuis X années, et c'est vrai que cet aspect commando n'a pas vraiment existé en demi-finale, qui était le cas en face, et même on l'a eu en finale avec Lausanne, hein. Ouais. Lausanne jusqu'au bout du match 7, c'était un état d'esprit qui était assez impressionnant. Là, que tu laisses exploser ta joie un soir de match 7, moi je peux l'entendre, disons, ça ne me choque pas. Mais au final, derrière, si t'es pas capable de relancer la machine, on se dira ouais, mais les gars, est-ce vraiment bien nécessaire? Mais par contre, moi je brûlerai pas tout le monde, mais flop en Sandro Schmidt me semble être pertinent à cet endroit-là. On enchaîne avec Bienne. Tu commences avec ton top? Je peux commencer avec mon top. Tino Kessler. J'y ai pensé aussi. Ultra régulier tout au long de la saison. Moi, j'en parle tout le temps à ce micro, je sais, hein, mais si on parle tout le temps à ce micro, c'est qu'il y a une raison. C'est la bâche, Tino Kessler. Exactement, fondateur du Fans Club. 25 points, 11 buts, c'est une belle saison. C'est un joueur qui a été utile toute la saison, je trouve, et il a été régulier toute la saison. C'est ça qui m'a beaucoup plu chez lui. Et il va être vraiment regretté à Bienne, je pense, parce que son départ à Davos, c'est un sale coup. Et Davos réussit un très gros coup, je pense, parce que c'est un joueur complet, c'est un joueur précieux, c'est un joueur qui te fait gagner des matchs. Et si Bienne a eu du succès à un moment dans la saison, c'est aussi parce que Tino Kessler était là. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ce joueur. J'ai mis... en ayant hésité aussi avec Kessler, j'ai mis Alexis Eponiemi, qu'on n'a pas vu beaucoup, mais si je dis pas de bêtises, 17 points en 22 matchs ou quelque chose comme ça. Il était blessé, on l'avait vu un petit peu en Champions League, puis après il s'est blessé rapidement, il est revenu derrière comme beaucoup de blessés, hein. Il y a eu Hofer aussi qui a été blessé,
Et tout d'un coup, quand il était là, on se disait, ah ouais, on voit ce que Martin Steinegger a décelé en lui. Alors, je sais pas si c'est du scouting exceptionnel de voir que Eponiemi est un bon joueur, mais il a l'air assez électrisant, il est assez petit, donc il est vif. Ça peut faire mal la saison prochaine si il est bien entouré, mis en valeur. On peut d'ailleurs dire au passage qu'il aura un nouvel entraîneur et qu'il a été choisi. C'est un Suédois, c'est Martin Filander, qui est le nouvel entraîneur de Bienne. Je me réjouis de voir quelle est sa philosophie de jeu. Je crois qu'il était à Oskarshamn, qui était l'ancien club de Suomela. Et voyons voir ce que ça va donner après l'épisode malheureux de Petri Matikainen et la fin plutôt heureuse avec Martin Steinegger, mais où c'était difficile pour Steinegger de conserver ce poste-là en plus de son poste de directeur sportif. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc d'engager quelqu'un d'autre me semble pertinent. Je pense qu'Eponiemi c'est un bon choix aussi. Il a re-signé cette saison jusqu'en 2027, donc c'est une belle signature pour le HC Bienne. C'est typiquement le genre de joueur qui est censé avoir du succès en Suisse, j'ai l'impression, avec son coup d'œil, sa rapidité, son sens du jeu. Il est vraiment fort, ce joueur. Moi, j'aime vraiment beaucoup le voir jouer. Je regrette de ne pas l'avoir plus vu cette saison. Petit type hockey manager l'année prochaine, s'il n'est pas trop cher. Il risque d'enquiller 2-3 points, lui, parce qu'il en a vraiment, vraiment encore sous la pédale. Il a que 25 ans. Ah, c'est ça. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un contrat finalement un peu plus long terme avec un jeune joueur. Oh oui, très très bon choix, je pense, d'avoir prolongé lui. Bon, le flop, Matikainen, je pense que moi j'ai rien à dire. Ouais, j'hésitais. Je me suis dit, c'est trop évident, essaye de réfléchir à autre chose. Parce que Greg va de toute façon le mettre. Non, alors pas ça, juste essaye de réfléchir à autre chose pour pas que ce soit aussi évident que ça. Ouais. Parce que de toute façon, on allait en parler. Et j'ai mis Ville Poca et / Derungs. C'était un peu. Tu me diras, c'est facile, à ce moment-là, tu mets toute l'équipe, mais non. Poca, parce que honnêtement, je pensais que ce serait un bon transfert, un bon renfort. Ça n'a pas été le cas. Ça m'a fait penser un peu à ce défenseur finlandais qui était arrivé à Lugano. Kaski. Voilà, Oliver Kaski, on en attendait pas mal. Pas forcément le même registre, hein, juste bêtement un défenseur finlandais qui arrive, dont on attend quelque chose. Et Derungs, en me disant, ah tiens, intelligente signature de Bienne, il part d'Ajoie, il va dans un club où il aura peut-être pas forcément autant de minutes, mais il va les gagner à force. Et les Damien Brunner, les Kunti, etc. sont pas éternels, donc il y a une place pour lui. Il a fini la saison à Zug, c'était pas concluant, là il est de retour à Bienne, il aura quelque chose à prouver, mais très déçu aussi par Yann Derungs, que j'imaginais être meilleur que ça. Ouais, je peux aussi l'entendre, effectivement. Ouais, la saison de Bienne, elle a été sauvée. Les apparences ont été sauvées en fin de saison, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs flops qu'on aurait pu mettre en avant. Moi, je trouve que si le nom de Matikainen ne vient pas à cet endroit-là, c'est qu'on a collectivement on a foiré. Donc au moins on est bon. Non, c'était une erreur. Bienne a eu le bon goût de se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Donc il a été renvoyé ou pas au bon moment. Je pense que c'était un peu tard. En même temps, je comprends aussi, et on a suffisamment souvent vanté la patience biennoise et le fait qu'ils paniquent pas et qu'ils prennent pas des décisions dans les émotions, etc. Donc, quand ils font justement les choses avec patience et avec calme, on va pas les critiquer, je pense. Absolument. On va aller sur Genève. Sur Genève. Je te laisse commencer. Alors, le top, j'ai mis la CHL, Champions Hockey League. Parce que c'est les autres clubs peuvent se moquer, on va dire les autres supporters romans peuvent se moquer en disant « Ah, le champion est même pas capable d'aller en play-off, Ouais, mais le champion, il a gagné un titre finalement, et c'est une saison qui est peut-être pas réussie dans la mesure où effectivement tu ne vas pas en play-off. On rappelle sortie au play-in par Bienne, mais par contre il y a quand même ce match contre Skellefteå où il y avait une chouette ambiance au Vernet. Enfin, c'était de nouveau 10 mois après un titre, il y a un nouveau titre dans la vitrine genevoise, et au final, on compte les titres, on compte pas les participations sympathiques en quart de finale, en demi-finale, etc., ou en play-in. Donc,
Ils ont su se mobiliser, ils l'avaient dit dès le départ. Là aussi, des fois, tu disais, pour certains autres clubs, on nous dit toujours ça. Oui, on a fait la meilleure préparation d'été de la galaxie. On n'a jamais été aussi bon et tout. Là, ils ont annoncé la couleur et ils ont été au bout. Même si visiblement c'était pas forcément sur le plan financier, c'est pas forcément une réussite. Tu peux pas dire comme en football que en plus ça t'a mis quelques bonnes rentrées financières dans les comptes. Bravo pour être allé au bout du truc. Ouais, je comprends complètement. C'est vrai, c'est là où tu as totalement raison. C'est que Genève avait tout de suite dit cette Ligue des Champions, on la joue sérieusement. Si on la joue, c'est pour aller au bout, mais on le fait sérieusement. Et ils se sont donné les moyens aussi. Pas que sur la glace, mais ils ont joué en conséquence. Ils ont engagé des joueurs pour avoir suffisamment de profondeur pour être capable de la jouer. Ils ont engagé Olkinouara aussi au bon moment pour être capable de passer des tours alors que leur gardien était peut-être pas extraordinaire, on y reviendra. Donc ils se sont donné les moyens de la gagner. C'est pas juste ils se sont pas réveillés mi-février en disant ouh là là on est en demi-finale ou mi-janvier, on est en demi, qu'est-ce qu'on fait? Non, ils ont voyagé la veille des matchs, ils ont vraiment investi pour gagner la Ligue des Champions. Et comme tu dis, à la fin de la saison, il y a 2 clubs en Suisse qui ont un titre, c'est Zurich et c'est Genève, c'est personne d'autre. Donc c'est clairement l'état d'esprit qui est à mettre en avant. Au niveau des flops, moi j'ai mis Robert Mayer. Ouais, quand t'as commencé à parler des gardiens, tout, je me suis dit, j'ai pas mis Robert Mayer, mais 3,47 buts encaissés par match, 86,9% d'arrêt. J'ai pas envie d'être moqueur, ou sarcastique, mais il y a même pas besoin en fait. Ces statistiques, elles sont juste catastrophiques. Too high, too low. Non mais incroyable la saison passée. Incroyable en play-off l'année passée. Il est MVP des play-offs. Il est hallucinant. Ensuite, on sait ce qui s'est passé à Riga, même si on veut plus en parler. C'est Alésia. Voilà. Et là, cette saison, c'était un désastre. Et au-delà de Robert Mayer, on peut même parler de la gestion des gardiens du côté de Genève, qui a vraiment pas été bonne, parce que tu perds Robert Mayer très rapidement, qui est pas capable d'arrêter un puck. Derrière, tu grilles Gauthier Desclous qui était pas excellent, mais meilleur que Robert Mayer, mais en le faisant plus jouer. Après, t'engages un étranger. Du coup, tu dis à tes 2 gardiens suisses, vous êtes bon les gars, vous restez en tribune à tour de rôle, ou y en a un qui est blessé, tant mieux, l'autre, de toute façon, tu vas faire banquette. Après, ils reviennent les 3 en santé. C'est reste Olkinouara qui joue tout le temps. Puis d'un coup, Olkinouara, il commence un peu à baisser de niveau. Puis là, tu as de nouveau besoin de ton Gauthier Desclous en pré-playoff alors qu'il a pas rejoué depuis un bout de temps. Ouais, en play-in du coup. Mais... Ouais. Je sais pas, la gestion des gardiens a été une cata, mais si ça a été à ce point difficile, c'est parce qu'en premier plan, Robert Mayer n'a pas été bon. Et moi, je l'aurais mis là. J'en ai un second, mais je te laisse d'abord peut-être enchaîner. J'ai mis Artikainen. Ouais. Moi, j'ai pas le droit à passer. Ouais. C'est contre ma religion. Absolument. Mais, oui. C'est quoi, c'est 7 buts au total pour Artikainen. Alors, une semaine de travail l'année passée. Ouais, non, mais c'est là aussi est-ce qu'il jouait blessé? Est-ce qu'il y avait des trucs qu'on sait pas? Est-ce que c'est toujours difficile parce que on va asséner des flops sur des joueurs, sur des choses comme ça, et tout d'un coup, on n'a pas forcément l'entier des informations, mais c'est simplement en regard à sa superbe saison de l'année précédente. Il est un des architectes de ce titre de Genève, et un peu meilleur en Champions League. Et en saison régulière, plus compliqué. Je crois que c'était les expected goals. Une fois, tu avais fait un article en disant il devrait en avoir 7 ou 8 de plus que ce qu'il a. Et du coup... S'il légalise ses expected goals, alors que c'est un joueur qui, historiquement, est tout le temps au-dessus. Donc ça devrait même être bien davantage. Si on prend son historique, c'est ce qui est fou. Il a eu une saison complètement dingue. Il devait dépasser, normalement, un Artikainen dépasse les 20 buts. C'est un peu son plateau son plateau apéritif, quoi. Et puis après, on verra s'il fait un peu mieux. Donc lui m'a déçu. Je me demande comment ça va être la saison prochaine, parce que je pense qu'il aura à cœur de réussir. Est-ce qu'on n'a toujours pas eu la confirmation? C'était une rumeur de Granlund, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Genève. On a eu Spacek qui a été annoncé. Il y a Maninen, mais... Je me rends compte que j'ai pas fait mon flop. Je l'ai fait juste après.
Mais oui, non, complètement. Il y aurait Tim Bernier aussi. Moi, je pense qu'on en attendait beaucoup plus. 41 matchs, 13 points. Je trouve qu'il a eu peu d'impact. Alors, il a eu peu d'impact peut-être aussi parce qu'il y a des défenseurs étrangers qui sont hyper bons et il a peut-être pas pu prendre un rôle. Il a pas trouvé sa place dans cette équipe. Mais on aurait aussi pu le mettre là, je pense. Il est recalé en équipe de Suisse avant des Sami Kreis, Baragano et des joueurs comme ça qui sont pas déméritants du tout. Mais lui a été renvoyé à Genève par Patrick Fischer très tôt, alors qu'il est quand même débarqué en Suisse. C'était un peu la course à Tim Bernier à un moment et on attendait beaucoup et on était un peu déçus. J'ai oublié mon top et moi je voulais quand même mettre en avant Sakari Manninen parce que c'est sa première saison en Suisse et on sait que historiquement les joueurs qui arrivent en Suisse une première saison ils ont un passe droit, on va dire. Il finit quand même avec 41 points sur cette saison, ce qui est loin d'être dégueulasse et moi j'en attends énormément pour la saison prochaine et tu parlais de Artikainen et je pense qu'Artikainen va aussi être meilleur parce que Manninen va encore être meilleur la saison prochaine et c'est un demi-top Manninen, mais je pense c'était important de le mettre. Enfin, j'avais envie de le mettre là en avant parce que justement Manninen a fait ce qu'on pouvait. Il a fait son minimum, on va dire. Mais en même temps, ça m'a rassuré pour la suite. Et je pense que la saison prochaine, Manninen, il faut l'attendre très, 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 très fort du côté de Genève. On termine ce bilan de saison avec Ajoie, puis après on donnera l'All-Star selon nous des Suisses et des étrangers. Ajoie, est-ce que tu commences je commence avec le top? Alors, je peux volontiers commencer. Très bien. Ken Sopa, 14 points en 33 matchs, on se dit ouais bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais en même temps, moi oui, c'est mon top, on l'a quand même clairement thématisé durant la saison, hein. Mais c'est un joueur qui a pris le risque de venir à Ajoie, qui a accepté ce qui peut être considéré comme un pas en arrière quand tu joues dans l'organisation des Zurich Lions, où tu peux être rappelé pour jouer les playoffs à la Nicolas Bechler qui était sur la glace lors du match 7. Peut-être que Ken Sopa aurait pu être sur la glace lors du match 7, donc il a accepté ce risque-là, et peut-être pas du tout, hein. Et puis il aurait pu jouer le titre en Swiss League avec les Getseka Lions. Et non, il a pris cette décision, je trouve, assez forte de se dire bon, ok, je pars à Porrentruy, je vais jouer là-bas, je vais m'établir en National League. Et c'est un exemple de carrière, je trouve, pour un jeune Suisse-Allemand de prendre ce risque-là. Du coup, il reste une année de plus à Porrentruy, ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et c'est un top aussi pour le HCA, dans le sens où ça va prouver peut-être à d'autres jeunes que c'est le bon choix à faire de se rendre à Ajoie puis d'aller lancer sa carrière là-bas, parce que ça doit être vraiment le rôle du HCA. C'est pas d'engager Jessis Gregen en courte saison. Alors oui, on prend ce qu'il y a sur le marché et je critique pas ce choix-là ou ni ce joueur-là, mais c'est pas sur ces trucs-là que tu fais la différence quand tu es à Ajoie. Là, tu récupères ce que les autres veulent plus. Par contre, ce rôle de club formateur dans l'élite, mais formateur de l'élite des jeunes, on va dire, c'est exactement ce que doit être le HCA. Et puis avec lui, ils ont réussi un très joli coup. Mon top, c'est Julien Vauclair pour son travail de directeur sportif qui est pas évident quand tu es directeur sportif d'Ajoie, et c'est quelqu'un qui a une immense expérience, quelqu'un qui a parcouru les patinoires de Suisse et même en Amérique du Nord, qui visiblement connaît assez bien son métier, qui est un bosseur aussi, et qui est allé récupérer, alors c'est un peu presque une projection sur la saison prochaine et on verra ce qu'il en est, mais rien que déjà de se dire que tu enrôles les deux meilleurs compteurs du championnat de Finlande, en Ulla Palve et Jerry Turkulainen, en plus de prendre Nettinen, je trouve que ça change des autres signatures qu'il y avait avant. On avait un peu l'impression que c'était est-ce que vous avez un passeport canadien et vous êtes francophone? Oui. Ah ok, d'ailleurs. Et si la réponse est non, désolé, vous avez raté la première étape de recrutement à Ajoie. Et que Julien Vauclair a aussi réussi à peut-être faire comprendre à d'autres personnes de l'organisation que ok, on va prendre... Vous avez vu TJ Brennan la première année, ça a bien fonctionné, etc. Donc arrêtons de prendre forcément que des Québécois. Et ça, je trouve que c'est à mettre à son crédit. Absolument. En plus de Ken Sopa, des autres jeunes, il y a Louis Robin. Enfin, sans doute que tous ne vont pas fonctionner. On l'a déjà dit aussi à ce micro plusieurs fois, c'est pas en engageant 5 jeunes et puis
en les mettant tous sur la glace, on avait vu avec Lugano. C'est pas les nageurs, quoi. Il y en a 2-3 qui vont se noyer si t'en as si t'en envoies 5 à la fois. Et peut-être que les 5 vont réussir à avoir une belle carrière, mais ça veut dire mais j'imagine plutôt que ça va être dans des endroits différents, avec une fois dans un club où ça marche pas totalement, puis tout d'un coup tu te relances dans un autre. On a vu Lugano avec, il y avait Verboen, il y avait Cormier, il y avait encore Zanetti qu'ils ont d'avant. Il y a Canonica, difficile pour les 4 de percer finalement. Je me disais, quand ils les avaient engagés tous ensemble, on aurait fait au début de saison, c'est-à-dire il n'y en a pas un qui pourrait par exemple aller plutôt dans un club moins coté où il a juste un peu plus de glace, quoi. Et je maintiens que ça aurait peut-être été pour le développement de ces jeunes un peu plus peut-être productif pour eux. Mais voilà. Mais bravo à Julien Vauclair. Justement, alors je voulais juste rebondir, on en a peu parlé parce que c'était dans les playoffs, mais Nettinen, c'est pas un bleu quand même si on voit sa carrière. Oui, il est passé à Ambry. Oui, c'était pas extraordinaire parce qu'il a que 25 points, mais quand même 17 buts. Mais depuis, il est revenu plutôt bon. Il a passé une saison en Suède qui était assez difficile, mais il est reparti en Finlande, ça s'est vraiment bien passé. Et maintenant, il vient à 27 ans, sera un autre joueur que celui qu'on a vu partir à Ambry, quand on a vu la saison 20-21. Entre-temps, il a gagné 3 ans, il a gagné de l'expérience, et je pense que ça, c'est une très, très belle signature. Flop, pour moi, c'est... Facile. Alors, Phil Michael De Vos. On peut pas taper ailleurs. Hein. Oh, on peut, peut-être, mais je trouvais que là, c'était assez évident dans le sens où c'est un peu la figure, je sais pas, tutélaire du HCA pré-National League. Mm-hmm. Et que Hazen, De Vos, le duo mythique, puis finalement maintenant on se rend compte qu'il y a d'autres joueurs qui sont venus parce qu'il y a plus d'étrangers en National League et que De Vos c'était compliqué. Il a passé une période longue comme Arpal à Saint-Martin sans marquer un but. Enfin, c'est une horreur, quoi. Cette saison, 13 points, il a eu aucun impact sur le jeu, donc c'est vrai que ça devient un petit peu difficile pour lui. Donc flop assez facile. On continue avec All-Star Team. On commence par les Suisses ou par les étrangers ? On peut commencer par les Suisses. Au goal, si j'ose commencer, tu oses. J'ai mis Connor Hughes, donc on n'aura pas besoin forcément d'en parler beaucoup. Pareil, next, je pense qu'on est bon. Il n'y a pas d'autre à me... Il y avait Sandro Schliemann, mais voilà. Mais Hughes, sur sa saison complète, même s'il joue que 37 matchs. Et même si aussi Reto Berra a fait quand même une très très jolie saison, mais 37 playoffs compris, hein, mais c'est le gardien qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, qui a été au-delà de ce qu'on attendait de lui, et complètement logique. J'ai mis Dominique Egli en défense, qui va partir 2 ans, enfin qui a signé 2 ans à Frölunda. Mm-hmm. Ça va être un sacré trou dans la défense de Davos, parce que c'est un des bons défenseurs à caractère offensif de la Suisse. L'équipe de Suisse, il est d'ailleurs toujours avec la sélection de Patrick Fischer. Puis à côté, j'ai mis Glauser. Alors, c'est peut-être pas le plus clinquant, mais c'était aussi un peu une façon de mettre un défenseur lausannois suisse, parce que je pense que sa paire avec Juice était une des meilleures du pays. Ouais, moi j'ai vraiment essayé de pas trop faire attention, parce que c'est un exercice qui est pas facile, parce que il vient d'avoir la finale, donc on a clairement tous nos yeux portés sur la finale, puis on a un peu oublié la saison régulière. Moi je pense pas que c'est difficile, parce que moi j'ai mis Dean Koukan, parce que il a été capable, justement, c'est pour ça que je viens de dire ça, sur la fin de finale, sur les 3-4 derniers matchs de la finale, il a vraiment fait un pas vers l'avant. Et si Zurich va au titre, c'est aussi grâce à lui. Lors du match 7, il a tenté un coast-to-coast digne de Sami Vatanen. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais malheureusement, Vatanen, lui, la met au fond, lui, il tire à côté. Mais globalement, sur toute la saison, Zurich a fini premier de la saison régulière. Il a été très bon. Il n'a pas été extraordinaire offensivement. On s'attendait peut-être à plus, surtout pour ceux qui l'avaient avec les managers, dont on fait tous partie, on va être sérieux. Donc oui, on pouvait s'attendre à un peu plus de travail offensif, mais défensivement, il était tellement fiable durant toute la saison. Et je pense que c'est presque lui qui a été le patron de la défense zurichoise, je trouve. Lettonen a été très bon aussi. Les deux sont excellents, hein, mais j'ai trouvé vraiment Koukan solide. Mais Lettonen, on attendait... Honnêtement, plus offensivement, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas son job. Hein. Si Zurich en est là, c'est aussi parce que Lettonen était très bon. Mais je suis d'accord avec toi. Lettonen, moi, ça pouvait être
peut-être pas autant que Sami Vatanen, mais quelqu'un qui mettait vraiment pas mal de points. Et on parlait d'Hockey Manager, des fois, c'était un peu frustrant. Mais je pense que du côté de Mark Crawford, qui ne joue pas à Hockey Manager, sans doute, il devait se dire non, mais ça nous va très très bien. Hein. C'est mon défenseur hyper solide top 4, j'ai aucun problème avec lui. Je propose qu'on passe à l'attaque et puis qu'on dise directement les deux Calvin Turkov, comme ça voilà, c'est fait. Voilà, exactement. Ah, bon, meilleur compteur suisse. Pas... C'était un peu logique d'ailleurs en parlant de la Suisse, vu qu'on va pas parler de l'équipe de Suisse. Juste une petite mention du match de jeudi soir contre la Suède. C'est lui qui marque le but. Il a un tir sur les montants et encore une autre grosse occasion. Il jouait avec Ishii et Kourachev. Ça peut être la première ligne de l'équipe de Suisse. Largement. Qui peut ramener pas mal de points et peut-être te faire gagner, en tout cas plus facilement contre les nations dites plus faibles que la Suisse. Il faudra voir contre les nations plus fortes, mais hier contre la Suède, il s'en est bien sorti. Donc Turkov, c'est vraiment... Et si tu peux mettre du coup un Niederreiter sur ta deuxième ligne, parce que Turkov et Kourachev entourent Ishii sur ta première ligne, je pense que tu commences à avoir une ossature qui est assez chouette. Turkov, 28 buts, 60 points. C'est plus que les 2 saisons précédentes. Alors qu'il n'avait pas été blessé. 50 matchs, 35 points, 52 matchs, 19 points. Ça fait 54 points en 102 matchs. Et là, il fait 60 points en 52 matchs. C'est extraordinaire. Et il fait partie de ce qu'était probablement à un temps la meilleure ligne de Suisse avec Joly et Carr. Donc là, c'était assez impressionnant d'un point de vue aussi point, effectivement. Bon, ça les a bien aidés à aller quand même en play-off. Donc, non, Turkov. Évidemment. Ensuite, je te laisse aller avec ton deuxième. J'ai mis quand même Malgin. Ouais. Même si on attendait... entre les attentes, expectation et j'ai envie de dire, comme sur Instagram, real life expectation, et puis ce qui s'est passé finalement, il est quand même deuxième meilleur compteur suisse, je crois, de la saison. Il se blesse lors du dernier match. C'était dur. Quelle scène à part ça. C'était dur de le voir avec Baltisberg qui vient un peu À un moment, je me suis demandé s'il n'est pas en train de... Il verse pas une larme, ce qui est complètement normal. Hein, mais avec Andrighetto, ils étaient toujours dangereux. C'est le meilleur joueur, normalement, suisse en Suisse. Et... j'ai hésité en me disant, mais je voyais après, j'avais de la peine à trouver qui mettre, en fait. Ouais, pour moi, Malgin, c'est une évidence aussi. Il a 14 points en play-off sur les 15 matchs qu'il a joué, dont le 15e, il a joué 4 minutes, donc on va pas lui en vouloir de pas avoir mis de points. Et d'ailleurs, il a joué 4 minutes du dernier match sur le premier tiers. Mais qu'est-ce qu'il a pesé en 4 minutes? Je sais pas si tu as fait attention, mais déjà sur les 4 minutes 13, je pense qu'il passe 4 minutes en zone offensive. Les 13 secondes, c'est pour changer. Et c'était impressionnant. Et c'est un joueur qui est tellement fort, tellement doué avec le puck sur la palette. Dès que tu laisses 30 cm, il est intenable. Et il finit quasi 1 point par match en saison régulière. Il fait 47 points en 48 matchs. Il a 1 point par match en play-off et 1 point par match en saison régulière. Et mine de rien, il a que 27 ans. On a un peu tendance à l'oublier, mais Malgin, il a que 27 ans. Donc c'est terrible, mais on peut presque se dire qu'il a encore une petite marge à un moment ou un autre. Et le niveau auquel il a joué cette saison, c'est grandiose. Et voilà, alors ça se fait au détriment du Lausanne HC. Mais il remporte son premier titre national. Et c'est aussi pour ça que ce dernier match, pour lui, il a été si difficile. Parce je pense qu'il avait tellement envie d'être sur la glace, évidemment, comme tous les joueurs. Hein. Mais lui, il est top scorer, il est là et il sent vraiment qu'il y a un truc qui pète, je sais pas quoi. D'ailleurs, il faudra se poser la question pour Prague. Est-ce qu'il pourra être en santé? Peut-être que oui, hein, peut-être que le lendemain c'était bon, peut-être pas du tout. Oui, c'était terrible de le voir partir au vestiaire. Il revient tard après la pause. Du coup, après 2 minutes, tu dis « Ah, c'est bon, Malgin est là ». Il fait un petit tour de glace. Mais quand il se met au bout du banc, je me dis... Voilà, il va faire un tour de glace, il revient sur le banc, puis tu vois faire discrètement, mais on voit qu'il fait non au médecin. Après, il lui parle derrière le gant pendant 30 secondes. Et je pense qu'il est en train de lui dire impossible. Ouais. Ou de poser la question au médecin, mais en même temps, ils connaissent encore mieux que personne, évidemment. Et... là, il doit renoncer et il part. Et Baltisberger, ouais, c'est vraiment. Moi, ça m'a fait dire. C'est mon étude newsletter, mais en fait, on a tendance à dire Zurich, c'est que des stars, ils sont tous surpayés. Mais on voit dans des moments comme ça que
oui, je pense bien qu'ils sont bien payés à Zurich, mais tu vois quand même que dans des moments comme ça, il y a une vraie équipe là. Cette scène entre Baltisberger et Malgin, moi je l'ai trouvée très touchante. Et je l'ai aussi écrit, mais Gehring qui donne la coupe à Hollenstein, qui gagne son premier titre, puis qui lui tend la coupe, et qui dit c'est toi qui la lève, parce que moi j'en ai déjà gagné 3. Ça aussi, je trouve que c'est un très joli moment. Bref, j'ai trouvé qu'il y avait des vibes autour de cette équipe qui étaient assez bonnes, malgré ce qu'on peut, on peut dépeindre. Mais là, on digresse beaucoup, mais. Malgin, on aurait pu mettre Andrighetto à la place, j'ai pas mis les deux volontairement parce que faut pas exagérer. Qui est ton dernier? Je pense qu'on a le même. Bah, je sais pas, mais j'ai hésité aussi, j'avais de la peine. Puis je me suis dit, est-ce que j'ose le mettre? Puis je me disais, j'ai pas toujours été forcément tendre avec lui, mais j'ai mis Damien Ria. On a le même. Ok. C'est pas concerté, mais on a le même. Il y avait Fuchs, ça fait des très bons playoffs aussi. J'hésitais à mettre Fuchs Ria un peu pour dire. Trop facile, je t'aurais dit non. Je t'aurais dit tu choisis. Et il s'est un peu. Je sais pas, il s'est pas révélé. Mais il a plus de 20. Il a quoi? 24 buts en tout, 18 et 6 entre la saison régulière et les playoffs. Il a pesé sur cette ligne avec Fuchs et des fois Salomeki, des fois Kovacs. Mais lui, c'était une constante finalement. Et puis, en finale, quand tu marques des buts, quand c'est là où c'est le plus difficile, quand c'est là où ça compte, juste bravo, quoi. Et il a su élever le niveau de son jeu. Il était bon contre Fribourg. Il était un petit peu moins là contre Davos, mais il était là contre Fribourg, puis il était là contre Zurich. Et je me dis, ah ouais, est-ce qu'il a franchi un palier? Ça, l'avenir nous le dira. Ouais, à 27 ans, il a encore lui aussi une marge. Mais je trouve que cette année, effectivement, j'étais totalement de cet avis aussi. Il finit à 37 points, c'est sa meilleure saison en carrière. Et d'un bout, sa meilleure saison en carrière avant, c'était 28 points. C'était la première année à Lausanne en 21-22. Il met 11 buts. Là, il a 18 buts, 19 passes décisives. Avec Ria, avec Fuchs, ça marchait vraiment très bien. T'as raison. Et il met 4 buts en finale. C'est assez impressionnant. Sur les 10 derniers matchs, il a 6 buts. Il en met aussi 2 contre Fribourg-Gotteron sur les 4 matchs. Bah, c'est un sniper. Et quand t'as un créateur comme Jason Fuchs, le duo marche bien. Et ça, c'est une jolie base pour construire la suite. Et je me suis posé la même question que toi. Ah, mais est-ce qu'on devrait pas mettre Fuchs? Puis non, mais je pense que sur toute la saison, Fuchs et Ria ont fait des très bonnes saisons les deux, mais je pense que Ria un petit peu au-dessus. Ouais, puis les faits que ce soit les buts aussi, de temps en temps, il les a pas inscrits comme ça, tout seul. Mais s'il faut en mettre en avant. Et puis moi, j'avais que Hughes dans mes All-Stars suisses de Lausanne. Ouais. Et je me suis dit, de toute façon, devant, il faut mettre un des Suisses, parce que Lausanne était l'équipe qui avait le plus de Suisses buteurs durant toute la saison régulière. Donc je me suis dit, aussi mettre ça en avant. Et j'entendais Glauser derrière, j'ai hésité aussi à la place de Koukan, mais je me suis dit, ouais, mais attention, mais un gardien, un défenseur, un attaquant de Lausanne, si on prend la globalité de la saison, je me suis dit, ouais, mais je pense que j'ai 2 Zurichois et 2 Lausannois, je pense que c'est pas mal l'équilibre. Mais rappelle-moi, parce que là tu dis Koukan, mais est-ce que tu avais dit l'autre? Parce que moi j'ai dit Egli. Ah, aussi? Ouais, j'avais aussi Egli. C'est 35 points, il part en Suède, il était très solide, il était bon en play-off aussi. Pour moi, c'était une évidence. All-Star, team Allez, Roubaix, next. On éjecte Roubaix. Ouais, super. Il fait 2 blanchissages lors des 2e matchs à la maison en série. En ayant eu un match un peu compliqué où il se fait sortir finalement, mais c'est la force des grands gardiens. Ouais. Tu le sors lors du match 6. Est-ce que peut-être il va être un peu mentalement, ça va être difficile? Ouais, bah alors. Lausanne a été assez inoffensif lors du 7e match, mais il lâche pas un rebond. Mais rappelle-toi ce qu'on disait avant le match 7, qu'on se posait la question, est-ce que Zurich va être mentalement touché, affecté? Puis on avait un peu dit, ouais, ils sont allés se doucher, et puis à 11h02, ils étaient dans le quart, puis ils mangeaient leurs pâtes, et puis on était bon, quoi. On est passé au match d'après. Et c'est aussi une leçon, mais je dis pour nous finalement, mais pour tout le monde, mais je le prends pour moi et pour nous, c'est que des fois en play-off, on dit tout le temps, faut prendre match après match. Ah, j'ai déjà oublié. Oui, la mémoire courte. Mais c'est vraiment un exemple parfait. C'est qu'ils vont se faire laver à Lausanne au match 4. Ils reviennent à la maison, 3-0 blanchissage. Ils vont s'en reprendre une à Lausanne. Ils reviennent à la maison, 2-0 blanchissage. Putain, là, ouais, mais en fait, c'est vraiment un nouveau match qui commence. Et c'est des phrases toutes bêtes des fins de match et des zones mixtes, mais c'est la vérité. Est-ce que je commence par un Lausannois que j'ai en défense Oui. Est-ce que tu as mis Paellet ou Joss? C'est ça la question. Alors j'ai mis Joss. Ok, moi j'ai mis Paellet en me disant qu'on aurait pu mettre l'autre. Ouais.
Mais je pense que c'est le bon choix. Peu importe, l'important c'est qu'on discute de tout ça. Et Joe, parce que aussi avec Glauser, je voulais essayer de pas les dissocier finalement, les mettre les deux, en me disant que c'était aussi pour montrer la solidité de la défense. Oui, on a parlé de Hughes, mais la solidité de la défense lausannoise, la capacité des fois en fait à relancer proprement, et ça déteint un peu sur les autres joueurs d'avoir des fois, on se dit c'est risqué, ou bien il y a deux Zurichois qui viennent presser, est-ce qu'il va s'en sortir? Oui, il s'en sort. Et ça peut être la même chose du côté de Zurichois des fois. Même si Lausanne pressait, faisait un bon forechecking, les Lettonen, les gars comme ça, ils sont très calmes et ils sortent le puck et juice. Pas forcément un grand buteur, mais qu'est-ce qu'il amène comme calme, comme responsabilité, comme facilité dans le jeu. C'est intelligent. Je suis d'accord avec toi. Il est dans son rôle de stabilisateur, il est exceptionnel. Et Pilot, c'est autre chose, mais c'est drôle. On en parlait avec John Foust avant le match numéro 7. Je lui ai dit, mais pour moi, oui, Pilot a plus de points, mais tu vois, c'est fait presque de meilleurs playoffs. Puis il m'a dit, je suis pas d'accord avec toi. J'entends totalement et je respecte ton avis, et je pense que si c'est ton avis, tu as sûrement raison, mais moi je trouve Jost tellement solide, mais je me suis dit il fallait mettre l'un ou l'autre. J'ai préféré Pilot parce que je voulais aussi mettre en avant, mais on en a beaucoup parlé, mais son état d'esprit, son positivisme, ouais, exactement. Quand il est sur la glace, tu vois qu'il a du plaisir à être là, et moi je trouve que c'est cool. Puis il est à l'image du Lausanne HC, de cette reconstruction du Lausanne HC. Je pense que c'est pour ça que je voulais le mettre là, mais je préfère presque Joe, mais je voulais mettre en avant Pilot. Deuxième, j'ai mis Gunderson. Obligé, non. À ce stage-là, être capable de chaque fois donner, s'il y en a bien à Fribourg qui peut passer à travers toutes les critiques, c'est bien lui. Je trouve que même en play-off, quand il faut mettre un petit tir des poignets pour une déviation, il est là défensivement. Je trouve qu'il est toujours solide. Je pense qu'il a une hygiène de vie incroyable. Et ça en devient presque des fois frustrant, parce que tu te dis maintenant il a 39 ans, on va peut-être le laisser partir, quoi. Et, il faut rajeunir. Puis tu te dis mais quand on regarde, en fait, je regarde le jeu, ça reste toujours le meilleur défenseur, donc c'est difficile de s'en passer et de se dire que il amène autant que ce qu'il est. Depuis qu'il est arrivé en Suisse, il a joué 5 saisons, il a 186 points en 254 matchs. C'est immense, 0,73 points par match. Et il a raté un match, mais c'était pour mettre Thomas Grégoire. C'était même pas qu'il était. Exactement. Cette saison, il en rate un. C'est parce qu'il fallait mettre une fois Thomas Grégoire sur la glace. La saison d'avant, c'est 52, 50, 51, 50. Et c'est pas chaque fois des blessures. Hein. Moi, je pense qu'aussi des fois, il est géchont et non blessé. Ou même s'il est blessé, hein, il rate 2, 4, 5, 6 matchs sur les 5 saisons, et dont un, on est sûr que c'est parce qu'il fallait faire jouer l'autre étranger. Donc puis les autres, il y a le Covid, hein, donc il faut toujours se méfier du nombre de matchs. Donc il rate 6 matchs en 5 saisons. Et comme tu dis, il a 38 ans, il va avoir 39 ans cet été, il a encore été prolongé pour une année, et ça a l'air tellement logique de le prolonger alors qu'il aura 39 ans au début de la saison prochaine. Après, je pense aussi que le rapport qualité-prix doit être très bon, parce que lui doit se dire, moi j'en joue encore une, je vais pas partir de Fribourg pour aller ailleurs, donc... Ouais, ça j'accepte, je sais pas son salaire, j'ai pas essayé de me renseigner, mais la logique veut que si Fribourg lui redonne une année, c'est un tarif qui convient à tout le monde, et je pense qu'il doit pas être très cher, et à ce niveau-là, au niveau auquel il joue et la fiabilité qu'il apporte, c'est un très bon joueur. Ouais. On va rester à Fribourg, next un peu, on en a déjà parlé, Sorensen, puisque c'était un des tops. 63 matchs, 75 points, tout confondu, même s'il était un petit peu discret contre Lausanne. Faut pas mettre de côté justement le fait qu'il a une brillante saison. J'ai vu avec mon deuxième, Suomela. Ok. Première saison en Suisse, là aussi c'est un peu comme le top de Maninen à Genève. Je pense qu'il va vraiment falloir se méfier de lui en saison 2, parce que vu ce qu'il a montré en saison 1, je pense que ça mérite une mention là. J'ai conscience qu'il y en a d'autres qui passaient avant, mais en même temps, je ne savais pas quel autre étranger lausannois à mettre, et je pensais qu'il fallait mettre un étranger lausannois dans mon équipe de la saison. On pourrait dire Raffel, mais Raffel sur la fin de la série, on en a beaucoup parlé en début de la série de finale, mais avant. Oui, mais il est blessé, donc
Ouais, non, mais je dis après les premiers matchs où Oui. là il a eu un vrai impact. Derrière, il a quand même été un peu plus discret. Il était blessé une bonne partie de la saison, donc je vois pas pourquoi on le mettrait là. Je trouve que C4, il est trop sur courant alternatif. Quand il est on, il est impressionnant. Quand il est off, on le voit pas. Ouais. Salomé qui a pas là. Kovacs aussi, on l'a pas. Pour moi, il fallait mettre un Lausannois. Ça me semblait faux de pas avoir un Lausannois devant. Et du coup, il fallait mettre Suomela. C'est ma réflexion là derrière. Et je pense qu'il a été diminué en finale, en tout cas. Et ça justifie aussi, ça explique peut-être cette discrétion, peut-être. J'ai essayé de ne pas jouer la dernière vision qu'on a. J'ai mis Derek Grant parce que c'est 18 goals en saison régulière où là, c'était des stats normales d'un étranger, pas foufou, hein, mais tout à fait correct. Je crois que c'est 37 points, quelque chose comme ça. Et enfin, à un moment au playoff, c'était 8 goals en 8 matchs. Et puis, à un moment, il met encore un but. Il était à 9. Sans doute qu'après, il était un peu diminué aussi. Mais Derek Grant, qui symbolise 2 triplés dans les playoffs, qui symbolise le joueur qui sait monter son niveau de jeu quand ça compte. Et pour moi, il était... Pour pas rester sur les derniers matchs où il avait peut-être un tout petit peu moins d'impact, même si sur un des goals de Rohrer, il est là, il fait le jeu et tout. Je trouvais qu'il méritait ça. Mon dernier, alors tu vas croire que je me suis arrêté au dernier regard. Nico. Jesper Fröden. Et pourquoi Fröden ? Parce qu'il met 22 buts en saison régulière, mine de rien. Et ça, je pense qu'on l'a complètement oublié. Complètement, ouais. C'est le meilleur buteur de Zurich cette saison en saison régulière. C'est le deuxième meilleur compteur de Zurich avec 40 points. Il est juste devant Grant, mais il a que 47 matchs. Il a 3 matchs de moins que Grant. Donc, il fait une très belle saison régulière. En play-off, il est un peu moins visible. Je suis assez d'accord avec ça. Mais... Au moment où il faut aller marquer le but décisif dans le match 7, en fait, c'est ton meilleur buteur de la saison régulière qui vient piquer, qui est là pour marquer. Et juste pour ça, en fait, pour moi, il méritait une mention et il méritait la mention pour moi dans cette équipe type. Parce que si on prend la saison globale, Fröden à la fois offre le titre à Zurich en marquant le game-winning goal dans la finale et en plus c'était le meilleur buteur de la saison régulière pour Zurich. C'est ma réflexion là derrière. Alors, elle se tient plus que bien. J'ai mis Daniel Carr en me disant la ligne avec Turkov. Et il a été blessé aussi à un petit moment, mais il a plus d'1 point par match. Ouais. En play-off, il arrive à mettre un triplé contre Fribourg. C'était... Ouais, s'il avait pu jouer toute la saison à ce niveau, s'il y avait eu un peu mieux, un peu plus de soutien et tout, Daniel Carr, il avait eu un Covid long aussi à un moment, mais là, je l'ai trouvé vraiment très, très solide et... Voilà pourquoi je le mets là. Si je ne m'étais pas imposé, entre guillemets, de mettre un Lausannois en attaque, je pense que je serais peut-être allé chez lui. Ou Dominique Cahoun qui fait une très belle saison aussi. Mais en même temps, si je réfléchis à mon équipe All-Star de la saison, je me dis qu'il faut aussi voir quel impact ils ont eu. Et Cahoun, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu un gros impact. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis à cet endroit-là. Je l'avais noté, Cahoun, puis après je l'ai tracé. Je me suis dit non, mais puis j'ai mis Grant à la place. En me disant Cahoun porte Berne sur la saison régulière, puisque c'était un peu plus compliqué en play-off, où il aurait pas forcément dû porter Berne. On a vu avec certains joueurs très surveillés pendant les séries que c'est pas toujours facile de... C'est les joueurs de soutien, le secondary scoring, comme tu disais. Mais même là, je me disais, ouais, Cahoun, plutôt quand même mettre un gars qui a été plus impactant en play-off, en fait. Bon, la saison est bouclée. Fin de l'épisode numéro 41 de Colfax. Le prochain, ce sera l'épisode 1 du championnat du monde 2024 à Prague. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'équipe de Suisse. On l'a volontairement pas fait cette semaine. Ouais, cette semaine parce que il y a une incertitude autour d'Unireiter, autour de Fiala, autour de Josi, autour de Pius Suter aussi. Bref, il y a trop d'incertitudes. Il y a encore des matchs qui vont avoir lieu ce week-end. Il y aura des cuts qui vont avoir lieu. Donc,
Début de semaine prochaine, on en saura beaucoup plus. Est-ce qu'on diffuse lundi ou mardi? C'est sur nos réseaux sociaux que ça va se passer pour le savoir. Mais ce ne sera pas mercredi parce qu'on doit enregistrer. Moi, je vole mercredi pour me rendre à Prague. Je vais ouvrir le terrain là-bas pour m'assurer que tout soit safe pour que tu arrives derrière le lendemain et que tout soit réglé. Magnifique. Donc, d'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous donner vos équipes types si vous en avez. C'est des remarques par rapport à nos tops et nos flops. On a été trop gentils, trop méchants avec certains. On est toujours disposé à vous écouter. Et d'ici la semaine prochaine, abonnez-vous à nos différents canaux sur Spotify, sur YouTube, sur SoundCloud, comme vous voulez. Et portez-vous bien. À bientôt.